La revue des revues sur Judaïque FM. David Reinhardt, bonsoir. David est à la technique et j'ai l'honneur de recevoir ce soir Jean-François Rouzière. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir, surtout. Pour ceux qui vous connaissent pas encore, vous dire que vous êtes psychanalyste. Oui, psychothérapeute et psychanalyste, oui, tout à fait. D'accord. Écrivain. J'ai écrit un roman, en effet, Le Revolver de Lacan. Le Revolver de Lacan. Aux éditions du Seuil. Vous êtes lacanien ? Bon, je le dirais pas comme ça, non. J'essaie d'être un peu franc-tireur. Publié aux éditions du Seuil, ça, vous êtes consultant. Oui. Vous êtes également membre du comité de rédaction du journal des chrétiens progressistes, Témoignages chrétiens. Oui, effectivement. Et vous êtes aussi un homme engagé dans la cité, puisque vous avez été notamment candidat à l'élection sénatoriale. Oui, tout à fait, sur la liste d'André Gattolin, sur la liste gagnante d'André Gattolin. Et vous étiez troisième de la liste. J'étais troisième de liste et André a été élu, ce qui a été plutôt un tour de force parce que c'était compliqué à l'époque de se faire élire sénateur sans grands électeurs. Puisque étant de la République En Marche n'avait pas encore d'élus locaux, puisque là, la République En Marche va avoir des élus locaux à la suite des municipales. Mais là, c'était un peu difficile, alors, donc ça a été une belle victoire d'André Gattolin. Vous étiez troisième de la liste sur dans cette. Oui. Mais je vous invite pas pour enfin on va en parler, mais pour la politique, oui, je sais. puisque l'émission a très revu. Je vous invite parce que donc vous êtes donc membre du comité de rédaction du journal des chrétiens progressistes, Témoignages chrétiens. On va en parler. Mais je dois dire quand même, puisque vous en avez parlé juste avant, que vous conduisez aujourd'hui la liste Vivre Neuilly. Oui. Vous êtes qui est investi par la République En Marche. Tout à fait. Je peux vous demander juste, parce que j'ai vu que la ministre Agnès Buzyn a témoigné son soutien à votre liste. Oui. J'ai vu que Franck Riester, le ministre de la Culture, était avec vous pour soutenir votre liste de rassemblement. Donc, très en passant cette question, avant qu'on parle de la revue, la ville de Neuilly-sur-Seine semble bien gérée. Pourquoi faudrait-il changer ? Eh bien, oui, en effet, la ville semble bien gérée. C'est toujours ce qu'on dit de la ville de Neuilly, qu'elle est bien gérée. Je me suis demandé si on ne réduisait pas le rôle du maire au rôle de directeur financier. Ce qui me paraît assez étrange, puisque pour moi, un maire est d'abord quelqu'un qui crée du lien, qui est un humaniste, qui a une vision pour sa ville, qui essaie de la transformer profondément, et que la bonne gestion, est-ce le fait simplement de ne pas augmenter les impôts, ce à quoi je m'engage d'ailleurs. Moi, je m'engage à ne pas augmenter les impôts. C'est un prérequis et je pense que c'est tout à fait important. Mais la bonne gestion, n'est-ce pas plutôt de voir quels sont les services qu'on a en fonction des impôts qu'on paye, et ces services ne reposent pas uniquement sur un investissement financier, ils reposent sur un investissement financier qui peut être plus habile, peut-être plus imaginatif, mais en tout cas sur le volontarisme d'un maire qui va décider à un moment d'engager des actions pour ses citoyens, en concertation avec ses citoyens et en concertation avec son équipe, qui seront, je pense, plus fortes pour la ville. Et il me semble que la ville de Neuilly, qui a toujours un statut d'exception, on dit toujours que la ville de Neuilly, c'est un peu un dortoir 5 étoiles, que c'est une ville qui manque un peu de dynamisme. Bon, je pense qu'elle gagnerait à passer d'un statut d'exception à un statut d'exemple. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine de la dynamique européenne, dans le domaine des nouvelles technologies. Et je crois que là-dessus, avec mon équipe et la liste Vivre Neuilly, on est capable d'apporter beaucoup à la ville. Beaucoup plus que ce qu'elle n'a aujourd'hui, en tout cas. Je rappelle que je vous invite, Jean-François Rouzière, parce que vous êtes donc membre du comité de rédaction du journal des chrétiens progressistes, Témoignages chrétiens, dont on va parler. Oui. Mais que vous conduisez, donc, puisqu'on en parle, parce que les municipales, c'est d'actualité, la liste Vivre Neuilly, investie par la République En Marche. Oui, le MoDem et la droite constructive. D'accord. Oui. Et j'ai été touché aussi par une initiative remarquable qui était parce que vous dites qu'elle symbolise la constance politique, la construction européenne et la lutte pour l'émancipation des femmes et la lutte aussi contre l'antisémitisme. Oui. Vous comptez rebaptiser la place du marché à Neuilly-sur-Seine, place Simone Veil. Hein. Oui. D'accord. Quand je serai élu maire, ma première action, ce sera de rebaptiser la place du marché, place Simone Veil. Pour toutes les raisons. D'abord, parce que je considère qu'elle est ma marraine en politique. J'ai toujours été du centre droit. J'ai milité à l'UDI pendant longtemps aux côtés de Jean-Louis Borloo avant de rejoindre Emmanuel Macron et la République En Marche.
D'une part, il y a cette constance politique du centre droit. Il y a évidemment la dynamique européenne. Je trouve que Simone Veil symbolique et on a énormément besoin d'Europe. Il y a évidemment la lutte pour l'émancipation des femmes et puis un combat que nous devons mener aujourd'hui plus que jamais contre l'antisémitisme. Et je pense qu'elle réunit à elle seule tous ces combats et qu'on se doit de l'honorer. Et que ce serait formidable dans Neuilly de pouvoir rebaptiser la place du marché place Simone Veil. Donc c'est un engagement fort, c'est un engagement de toute mon équipe. Et je demande d'ailleurs à tous mes concurrents en politique en ce moment de prendre cet engagement avec moi. C'est vrai que vous êtes à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme, Jean-François Rouzière. On va en parler justement à propos du témoignage chrétien. Vous avez été conseiller municipal pour la ville de Neuilly-sur-Seine en 2008. Tout à fait. En 2013, vous étiez en désaccord avec la majorité municipale. Oui. Donc vous avez renoncé à vos fonctions électives. Et donc vous avez quitté Jean-Christophe Fromentin. Tout à fait. Et qui lui est un farouche opposant au mariage pour tous et a réaffirmé aussi son opposition radicale à l'IVG. Est-ce que là, en filigrane, on a un combat entre une vision du monde un peu préconciliaire qui serait donc celle de Monsieur Fromentin et un christianisme plus progressiste, plus ouvert aux autres religions, dont témoigne votre participation à la revue Témoignage chrétien. Est-ce qu'il y a deux visions du monde qui se confrontent là ? Oui, je pense qu'il y a deux visions du monde qui se confrontent. Oui, je crois d'abord parce que Témoignage chrétien, c'est quand même une revue qui n'est pas préconciliaire justement, qui n'est pas proche des chrétiens traditionnels. Ah non, pas du tout. Non, c'est même une revue qui s'oppose aux chrétiens traditionnalistes. C'est une revue farouchement progressiste. C'est une revue qui a pris parti, par exemple, pour le mariage pour tous à l'époque. Et c'est une revue, en effet, qui à un moment s'implique dans une vision progressiste des choses. Et qu'il a toujours été. Je pourrais rappeler l'historique des choses tout à l'heure, mais et de cette revue qui date de 1941. Mais avant toute chose, en effet, je crois que j'étais en opposition à l'époque avec le maire sortant, évidemment pour des raisons de gouvernance. Je pensais qu'il était compliqué et pas forcément judicieux d'impliquer le conseil municipal dans le combat autour du mariage pour tous. Voilà, je pense que c'était vraiment une erreur, d'une part, et d'autre part, je préfère être ferme dans mes convictions, toujours. Je pense que si on a un engagement politique, cet engagement politique repose sur des convictions, sur une passion aussi, et que je crois que sur les convictions de liberté, sur vraiment le respect de la vie de chacun, le respect de l'intimité de chacun. Je crois que ce soit sur le mariage homosexuel ou sur l'interruption volontaire de grossesse, ce sont des valeurs et des choses sur lesquelles je ne transigerai jamais. Voilà. Donc vous avez le sentiment que tandis que Témoignage chrétien viendrait et serait l'espace réceptacle d'un christianisme, d'une religion chrétienne progressiste, oui. Il y aurait en face encore subsisterait un christianisme qui serait préconciliaire, qui précéderait c'était le 21e concile écuménique de l'Église catholique. Oui, je crois qu'il y a en effet une survivance d'un catholicisme très conservateur qui je trouve n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'Évangile déjà, ce qui m'étonne toujours d'une part, et d'autre part qui véritablement essaie toujours d'inscrire la morale en prérequis. Et pourquoi à un moment devrait-on à chaque fois juger de l'intimité des autres, juger de la vie des autres ? Je pense qu'une religion n'est pas là pour ça. Et je pense que l'évangile, en tout cas, n'est absolument pas là pour ça. Il n'y a pas de prescription sexuelle dans l'évangile, par exemple. Il n'y en a pas. On peut après peut-être en inventer, on peut éventuellement faire des interprétations, mais il n'y en a pas. Il y a avant tout une parole de liberté, d'amour, d'indépendance, et je crois que, en tout cas, moi, pour ma part, j'essaie d'être fidèle à ça. D'accord. Témoignage chrétien, pour l'aspect pratique, on peut le trouver en kiosque ? Alors, Témoignage chrétien, on le trouve assez difficilement en kiosque, même s'il y a, on désire en tout cas de plus en plus le trouver en kiosque. Mais il y a une politique, en effet, qui essaie d'être un peu plus dynamique pour le trouver en kiosque. Pour le moment, c'est plutôt un journal qui parle à des abonnés, qui a un petit tirage, mais qui, en tout cas, est un journal de grande qualité et qui marque un engagement pro-européen, un engagement qui est
est plutôt d'une gauche là aussi progressiste. Mais enfin, s'ils ont fait appel à moi, en tout cas, là je me suis mis en retrait pendant l'élection municipale, mais s'ils ont fait appel à moi, je pense, il y a quelque temps, et si je produis des articles de temps en temps pour ce journal, c'est parce qu'ils avaient besoin, je pense, de le droitiser. Parce que moi, ils ne sont pas sans savoir que je suis un homme de droite, et donc à chaque fois, ça leur a permis d'avoir cet éclairage de droite. Je les en remercie, je les salue, et c'est la preuve de leur ouverture. Parce que moi, disons que je n'ai jamais caché, par exemple, c'est un journal qui à un moment défendu l'écriture inclusive. Moi, je trouve l'écriture inclusive plutôt ridicule. Donc, ridicule et drôle. Oui, plutôt drôle, plutôt ridicule. Enfin, en tout cas, inapplicable. Oui, donc, on voit pas si le monde se mettait à appliquer l'écriture inclusive, personne l'achèterait. Exactement. Donc c'est un combat que moi j'ai dénoncé, auquel je me suis opposé. Mais ce que je trouve intéressant dans un journal, c'est quand on peut asseoir à une même table des gens qui sont pas d'accord. Voilà. Comme je trouve qu'en politique aussi, quand on est dans un groupe, y compris dans un même groupe, je me méfie toujours beaucoup des unanimités. Voilà. Parce que je pense qu'elles sont généralement la porte ouverte à des abus qui peuvent très vite venir. Donc je trouve intéressant qu'un journal comme Témoignage chrétien ait accepté d'avoir dans son comité de rédaction, duquel je me suis mis en retrait pendant l'élection, ce qui est la moindre des choses, de faire venir un homme de droite. Ça m'a plu. Vous faites vôtre la phrase de Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc, oui, évidemment, oui, tout à fait. Donc votre équipe aussi politique et diverse. Enfin, il y a mon équipe politique est tout à fait, elle est diverse. Alors évidemment, moi je transige pas avec les extrémismes. Évidemment. Je transige pas avec la France insoumise. Je transige pas avec l'extrême droite. Enfin, oui, le Rassemblement national non plus, évidemment. Mais sinon, oui, il y a des gens, il y a des Strauss-Kahniens. Il y en a quelques-uns. Ils sont moins nombreux. Il y a principalement, évidemment, des gens de droite, des gens du centre droit. Il y a même des gens qui viennent des LR. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais en revanche, je crois qu'il est important. Il y a des gens qui ont une grande sensibilité écologique, particulièrement parmi les jeunes. Les jeunes sont très touchés par la transition environnementale et il faut les écouter là-dessus. Mais en effet, je crois beaucoup à cette ouverture. Et je dois rappeler d'ailleurs que quand j'ai quitté la majorité municipale du maire sortant, c'était à un moment parce que le maire sortant demandait un vote à l'unanimité. Moi, je souhaitais simplement m'abstenir. C'était une motion qui demandait un débat quant au mariage homosexuel. Bon, j'ai préféré à un moment demander de pouvoir m'abstenir. Ça n'a pas été possible. Ce vote à l'unanimité, pour moi, n'avait pas de sens. N'avait absolument pas de sens, d'autant plus que la mairie de Neuilly a célébré depuis des mariages homosexuels. Donc bon, bah voilà, il fallait bien trouver des conseillers municipaux qui allaient les célébrer. Et j'ai préféré à ce moment-là, face à une demande d'unanimité qui me paraissait tout à fait déplacée, démissionner. D'accord. On revient juste au Témoignage chrétien, la périodicité. Alors il y a une lettre toutes les semaines. Et c'est un journal qui, par ailleurs, produit un trimestriel 4 fois par an, donc. D'accord. Voilà, qui est un journal plutôt luxueux, qui s'engage sur des combats comme l'écologie, comme la défense de la démocratie, la défense à un moment. Il y a eu l'Europe, c'est surtout un journal qui se différencie par vraiment un engagement européen extrêmement fort. Alors, on va quand même parler de la revue Témoignage chrétien, oui. Aussi dans sa vision qu'elle a, ou qu'elle a cette revue du conflit israélo-arabe, parce que vous tentez à votre juste mesure d'infléchir la réprobation d'Israël qui peut régner à Témoignage chrétien et qui ranime de très anciens anathèmes. Hein. Tout à fait. Des victimes qui sont transformées en bourreaux et qui s'adonnent sans vergogne à l'extermination du peuple palestinien. Une nation déchaînée parce qu'elle se croit élue. Le sionisme qui est placé parmi les grandes idéologies maléfiques de ce siècle. Comment Jean-François Rouzière, vous qui dites que vous êtes un peu un cheval de Troie à l'intérieur de Témoignage chrétien, comment vous y prenez-vous pour rendre possible une approche rationnelle du sionisme et d'Israël? D'abord parce qu'on me laisse la parole. D'abord parce que je peux discuter et que je peux donner mon point de vue, et puis que j'aime véritablement rappeler l'origine du journal, qui a été fondé en 1941 par des jésuites. Ça a été fondé par le jésuite Pierre Chaillet en réaction à la politique anti-juive de Vichy. Et son premier numéro, dont j'ai le facsimilé, portait en préambule « France, prends garde de ne pas perdre ton âme ». Bon, ce qui était à l'époque, je trouve, extrêmement courageux, puisque à chaque fois, on disait, c'était un journal qui à un moment disait, rappelait qu'il fallait lutter contre le nazisme, sur le caractère foncièrement antichrétien de la mystique qui inspire le nazisme, sur les procédés sournois de pénétration et de persécution employés par l'esprit hitlérien, et sur leur application en France et les résultats déjà obtenus.
Ce qui a été remarquable en 1941, de placer cette résistance, qui était une résistance spirituelle, c'est pas des gens qui ont pris des armes, hein, mais c'était une résistance spirituelle. Et je trouve qu'on doit retrouver cet esprit-là. Moi, il me semble que, vous l'avez rappelé très justement, dans le conflit israélo-palestinien, il y a quelque chose que je trouve profondément injuste. D'abord parce que je trouve que les Israéliens ont fait d'Israël un morceau d'Europe. C'est un morceau d'Europe. Kundera dit le cœur de l'Europe placé au-delà du corps. Exactement. C'est un cœur de l'Europe qui bat ailleurs, mais c'est un cœur de l'Europe. Ils ont fait une démocratie. Il y a toujours eu des élections en Israël. Il y a un parlement, il y a une presse qui est libre. Et c'est quand on voit où se situe ce pays, c'est véritablement la seule démocratie qui existe. Et je crois qu'on doit absolument protéger cette démocratie et qu'on doit absolument protéger l'État d'Israël, parce que quand on protège l'État d'Israël, on protège toutes les démocraties dans le monde. Et je pense que si on cède sur ce combat-là, on va tous se perdre. Et on va à nouveau tous perdre notre âme. Jean-François Rouzière, pour vous, Israël serait comme l'avant-garde de l'Occident au Moyen-Orient ? Exactement. C'est l'avant-garde de l'Occident au Moyen-Orient, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on se doit de protéger cet État. Et d'être toujours plus fort et de ne pas transiger là-dessus. De ne jamais transiger là-dessus. En tout cas, moi, c'est ma conviction et je me battrai toujours pour ça. Je rappelle que je reçois Jean-François Rouzière. Vous êtes membre du psychanalyste, auteur d'un romancier, écrivain, et vous êtes membre du comité de rédaction du journal des chrétiens progressistes, Témoignages chrétiens. Et puisque c'est d'actualité, vous conduisez la liste Vivre Neuilly, investie par La République En Marche. Exactement. L'antisionisme, c'est la trouvaille miraculeuse, un peu l'aubaine providentielle, comme disait Vladimir Okelevitch, qui réconcilie la gauche anti-impérialiste et l'extrême droite ou la droite extrême antisémite. L'antisionisme donne la permission d'être démocratiquement antisémite, qui dit mieux. Oui. Votre position, Jean-François Rouzière, sur la résolution adoptée par l'Assemblée nationale assimilant l'antisionisme et l'antisémitisme? Évidemment, c'est une décision courageuse, c'est une position que je soutiens. Et en effet, l'antisionisme, c'est un antisémitisme dissimulé, évidemment. Je crois qu'on ne peut pas, là aussi, on ne peut pas transiger avec ça. On ne peut pas transiger avec l'antisionisme. Ce qui est simplement le droit à cet État d'exister à cet endroit. On peut critiquer la politique d'Israël, mais on peut évidemment critiquer la politique d'Israël. Ça, c'est autre chose. Comme on peut critiquer toutes les politiques dans toutes les démocraties. Mais on ne peut pas transiger sur l'antisionisme. C'est-à-dire que l'antisionisme à partir de 1948, ça voudrait dire l'élimination de l'État d'Israël. Tout simplement. On peut être antisioniste avant, puis 48, puisqu'il y a eu des oui, tout à fait. Mais là, ça équivaut simplement à ça. Des guerres intestines au sein du peuple juif. Mais après 48, être antisioniste, c'est vouloir l'extermination. Exactement. Ça équivaut tout simplement à ça. L'élimination d'un État, quoi. Exactement. Et là-dessus, c'est pour ça que là-dessus, on doit encore être, je pense, ne pas céder, être intransigeant et se battre. Franchement. Vous avez recours à la citation, alors dans un éditorial de Témoignages chrétiens. Je vous ai lu, si vous citez le psychanalyste Jacques André, la haine a des certitudes que l'amour n'a pas. Le spectre de la haine, est partout aujourd'hui, oui. Y compris à l'extrême gauche de l'échiquier politique. J'aimerais bien savoir, Jean-François Rouzière, ce que vous pensez de la fureur anti-israélienne et de la dérive antisémite de partis populistes, comme la France Insoumise, dont le président prévient qu'il ne pliera pas le genou devant les oukas, je le cite, devant les oukas arrogants des communautaristes du CRIF. Je crois que le CRIF, ça doit être pas plus que 10 salariés. Ouais. Mais qui manifestent en même temps, puisque vous êtes macronien, on dit macronien, macroniste. Je pense qu'il n'y a pas de... Qui manifeste son soutien en même temps au seul communautarisme aujourd'hui inquiétant en France. Donc comment est-ce que vous vous positionnez face à un antisémitisme qui vient d'extrême gauche ou de populistes? Oui. Je le combats. Je combats Mélenchon. Je combats véritablement son antisionisme est un antisémitisme, je le pense sincèrement. Je crois qu'il y a eu une résurgence extrêmement violente de l'antisémitisme en France qui est venue de la gauche, qu'on n'a pas voulu voir pendant des années, que l'extrême gauche non seulement a relancé l'antisémitisme en France, mais en plus a relancé une violence politique dans le débat politique qui avait disparu sur tous les plans,
qui est encouragé dans les manifestations, qui est encouragé dans la manière dont les manifestations dégénèrent à chaque fois, qui est encouragé dans les manifestations des Gilets jaunes aussi, ont à chaque fois dégénéré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre les revendications et les paroles des Gilets jaunes ou des divers manifestants, mais je crois en effet que cette violence dans toutes les manifestations et cette violence qui est justifiée vient en grande partie de l'extrême gauche. Et que l'antisémitisme qu'elle manifeste également, on doit le combattre véritablement, mais dans nos mots, dans nos postures, dans nos manières d'être, c'est quelque chose sur quoi, là encore, on ne doit pas transiger. Je pense que la démocratie est menacée aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs, si on attaque si violemment Israël, c'est parce que c'est une démocratie. On veut pas le dire, mais c'est parce que c'est une démocratie, et c'est parce que ils ont réussi à faire un bout d'Europe et une démocratie à cet endroit-là. Et que je crois qu'en France, ce qui est menacé, c'est la démocratie, parce que les partis extrémistes n'arrivant pas finalement, et la France insoumise en est un, les partis extrémistes n'arrivant pas à prendre le pouvoir, ils pensent qu'ils n'arriveront à le prendre que par la rue. Et il y a à ce moment-là un déni de ce qu'est une élection. L'élection a eu lieu, l'élection a élu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu sur un pouvoir qu'il doit appliquer. Il fait sur des réformes qu'il doit appliquer. Il fait des réformes, il avance. Eh bien, on doit le soutenir, on doit le respecter. Alors, puisqu'on parle de la France insoumise, c'est vrai que l'antisémitisme, on n'est pas tellement surpris quand il vient de l'extrême droite. Non, ça, on est habitué. Voilà, c'est leur métier, si vous voulez. Exactement. Mais bon, on sait qu'il y avait un antisémitisme qui vient de gauche, hein, Doriot, Déa. Tout à fait. Voilà. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui était déjà installé depuis un certain temps. Mais on a vu que par exemple Mélenchon imputait la défaite de Corbyn au grand rabbin d'Angleterre. Et vous avez écrit aussi un article dans Témoignage chrétien sur le complotisme qui règne partout aujourd'hui, et pas seulement au sein de la France insoumise. J'ai vu que 8 Français sur 10 croiraient au moins à une théorie du complot. 9% sont convaincus que la Terre est plate, 32% que le virus du sida a été créé en laboratoire, et un Français sur 5 douterait des résultats de l'enquête sur l'attentat du 7 janvier 2015. On a vu, Jean-François Rouzière, que vous étiez à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme, que vous assimilez aussi l'antisionisme à de l'antisémitisme, mais en ce qui concerne le complotisme, dans l'article sur Témoignage chrétien, vous expliquez que les théories du complot aussi précèdent souvent le passage à l'acte. Oui, complètement. Je crois que tout s'inscrit dans le langage. Et là, c'est en revanche ma formation qui parle. Oui, tout à fait. Là, c'est ma formation de psychanalyste qui parle. Tout s'inscrit dans le langage, toujours. Et je crois qu'à partir du moment où des violences physiques arrivent dans une démocratie, dans un pays, c'est qu'on les a justifiées, qu'on les a inscrites et justifiées dans le langage. On ne peut pas, à un moment, quand on est un homme politique responsable d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou en tout cas un homme politique en général, justifier la violence en aucune manière. C'est absolument impossible. Et c'est ce que je reproche beaucoup à l'extrême gauche. C'est qu'elle passe son temps à justifier la violence. Mais à partir du moment où... Et à la pratiquer elle-même. Et à la pratiquer elle-même, et à encourager sa pratique. Tout le temps. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est arrivé à un niveau absolument insupportable aujourd'hui, de violence qui est faite aux hommes politiques. On va arriver à un moment où il sera dangereux en France d'être un démocrate et d'être un homme politique simplement démocrate. C'est-à-dire quelqu'un qui veut défendre des idées, et qui veut défendre une vision du monde simplement par la parole, qui veut l'imposer par le discours. Un homme politique, c'est ça, c'est quelqu'un qui va essayer d'imposer une vision du monde par le discours et qui va soumettre sa vision, ses idées aux urnes. Il y a là un processus démocratique qui est libre, qui est non violent et qui est parfaitement respectable et qu'on ne peut pas remettre en cause en cours de route comme on le fait à chaque fois pendant la mandature d'Emmanuel Macron, dont on considère qu'il doit être démis de ses fonctions en permanence. C'est insupportable. Comment on peut à un moment tolérer une chose pareille ? Je suis stupéfait à un moment par la manière dont la gauche, je trouve, en France, l'extrême gauche en tout cas, et peut-être une partie de la gauche maintenant, est en train d'attaquer la démocratie. Enfin, si on vit dans un État autoritaire, comme ils disent, ils devraient essayer au Venezuela. Oui, ils devraient aller. Oui, ils peuvent aller ailleurs. Ils peuvent aller dans les États où c'est véritablement autoritaire. Mais au Venezuela, par exemple, puisque là, oui, ils devraient y aller. Et puis ils verraient que c'est pas si facile. Ouais. Les nouveaux slogans de la haine anti-Macron, quand même,
on a vu fleurir des Macron enjuivés, Oui, Macron Rothschild, Macron pute des Juifs. tout à fait. Donc il y a de l'homophobie, de l'antisémitisme, des simulacres même d'exécution sommaire. Il y a eu des simulacres d'exécution sommaire, en effet, sur les ronds-points, oui, tout à fait, avec même des guillotines. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc c'est Robert Badinter a rappelé à quel point c'était sérieux. Tout à fait. Des actes et des propos donc inqualifiables, voilà. Vous avez écrit aussi un article sur les gilets jaunes dans Témoignages chrétiens. Est-ce que vous pensez que le jaune des gilets, comme vous dites, a viré au brun, comme vous semblez le suggérer dans cet éditorial? Oui, je le pense, oui. Oui, je pense qu'on doit faire attention à ce que le jaune ne vire pas au brun. Je pense que plusieurs fois il a viré au brun. Dans ces simulacres d'exécution publique, par exemple, où on avait dressé sur les ronds-points des guillotines ou des billots avec des haches, enfin, des choses qui sont absolument scandaleuses et qu'on ne peut pas tolérer. Qui sont inqualifiables en démocratie. Ah, c'est inqualifiable en démocratie et on vit pas sous Daesh. On vit pas sous Daesh et on ne peut pas justifier ça. On ne peut pas justifier une décapitation. On peut même pas justifier le fait de décapiter un pantin. C'est ce qui a été fait plusieurs fois sur les ronds-points. On retrouve là une espèce d'apologie du massacre, une espèce d'esthétique de la terreur, même je dirais, oui, qui en France en ce moment prend le pas sur tout le reste et qui est insupportable. D'ailleurs, ça rejoint un peu l'idéologie robespierriste. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. On coupe des têtes. On coupe des têtes. On coupe des têtes, on coupe tout ce qui dépasse. Et quand on peut pas le faire physiquement, on le fait symboliquement. On le fait symboliquement, mais là où j'essaie vraiment d'alerter tous les démocrates en ce moment véritablement, c'est qu'à partir du moment où on le fait symboliquement, c'est qu'on est prêt à le faire physiquement. C'est-à-dire, je suis tout à fait convaincu que la France insoumise est prête à couper des têtes véritablement. J'en suis absolument convaincu. Et je pense que là, il y a un véritable danger pour la démocratie. Alors, cette violence n'est pas acceptable. Cette violence n'est pas acceptable. Alors Jean-François Rouzière, donc toujours pour Témoignages chrétiens. Tout le monde aura compris que vous êtes à La République en marche. Oui, ça, je ne le cache pas. Je suis depuis le début La République en marche, donc je n'ai pas à le cacher. Et que la liste que vous conduisez, Vivre Neuilly, est investie par La République en marche. Tout à fait. La colère où on parle des gilets jaunes, la colère est contagieuse, surtout dans un univers politique aussi déstructuré que le nôtre. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet parce que j'ai vu dans Libération la semaine dernière le constat d'Alain Duhamel qui parle d'une société politique liquide, donc vulnérable, oui, qui manque cruellement de digues, et Emmanuel Macron, si vous voulez, et vous-même, à Neuilly, vous jouez la raison quand vos opposants principaux, Rassemblement National et France Insoumise, jouent eux les passions. Moi, je crois que le règne du politique, justement, il est intéressant en ce sens qu'avant tout, il canalise les pulsions. Là aussi, je retrouve Freud. C'est-à-dire, à un moment, comment l'être humain, Camus le rappelait d'ailleurs, doit s'empêcher, comment il doit canaliser les pulsions, comment il doit canaliser la violence, et comment ce qui compte absolument le plus dans la politique, c'est justement de pouvoir respecter l'altérité, respecter l'autre, et ne pas mettre en avant une violence. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut débattre. Et je crois qu'en politique, en ce moment, il y a le pulsionnel est sans arrêt mis en jeu, tout le temps. Sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Twitter, sur Facebook, on met sans arrêt en avant le pulsionnel. Il y a qu'à lire les commentaires sur Facebook, sur Macron, vous le rappeliez tout à l'heure, ou sur des personnalités avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, comme Bernard-Henri Lévy ou Alain Finkielkraut. Vous n'avez que des commentaires haineux, vous n'avez que des appels au meurtre, vous n'avez que des appels à la décapitation, au bannissement ou à tout un tas de choses qu'on pensait véritablement maintenant exclues de la démocratie et qui sont en train de revenir à grands pas et qu'on justifie en toute chose. C'est-à-dire, c'est à chaque fois la délation, c'est à chaque fois l'appel à un moment au crime, au meurtre, c'est haro sur le baudet, la chasse à l'homme. On assiste à ça en permanence en ce moment. Je trouve ça insupportable. Dans le freudisme, on dit là où le ça a été, le moi doit advenir, donc l'inconscient. Ouais. Et là, c'est le contraire. C'est là où le moi est, l'inconscient doit devenir. C'est-à-dire que comme on dit, c'est le ça qui parle. Enfin, les gens. Oui, c'est d'un seul coup l'inconscient. Il y a plus de surmoi. Il y a plus de surmoi. Il y a plus de limite. Il y a plus de castration. Ouais. Plus personne ne tolère la castration, la frustration. Et le symbolique. Et le symbolique, donc la loi. C'est-à-dire, on nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. C'est quand même un événement. On doit respecter ça. Et on doit en effet respecter le champ symbolique aussi. Ouais. Bon, ça n'existe plus.
On est véritablement dans le pulsionnel en permanence. Et on le voit avec Mélenchon qui justement se laisse aller à ses pulsions. On l'a vu lorsque on l'a vu lors de la perquisition. On a vu que ce n'était que le pulsionnel qui parlait à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Alors que s'il avait gardé son calme et laissé faire à un moment, ce qu'il convenait de laisser faire, c'est simplement la justice à un moment et la loi. Il aurait, je pense, gagné beaucoup de choses. D'accord. J'espère qu'il va pas dire que Judaïque FM et les Juifs tirent les ficelles de la politique française. Il en serait peut-être capable, je veux pas parler à sa place. Mais en tout cas, ça participerait encore de la théorie du complot. Ce serait épouvantable. De saper de le saper, quoi. Tout à fait. Voilà. Vous êtes, je rappelle, on va terminer bientôt. Oui. Vous êtes, je rappelle, membre du comité de rédaction Jean-François Rouziat, donc du journal des chrétiens progressistes, Témoignages chrétiens. Une question plus personnelle. Est-ce que vous êtes croyant ou athée? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Hein. L'espoir d'un au-delà, la croyance en la vie éternelle, vous console-t-il de la mort? Alors, d'abord, je crois que pour tout être humain, je pense qu'il est important d'avoir conscience d'un au-delà de soi-même. Je pense que un au-delà, je ne sais pas, un au-delà de soi-même, j'en suis convaincu. J'aime beaucoup la réponse d'Albert Cohen quand on lui demande s'il croit en Dieu, et qui dit, écoutez, j'y crois, et qui ajoute immédiatement, et je n'y crois pas. Moi, je dirais ça aussi, que j'y crois et que je n'y crois pas. Je crois en tout cas que, quoi qu'il arrive, c'est très beau d'y croire. C'est extrêmement beau d'y croire. C'est extrêmement beau d'y croire parce que c'est croire à un au-delà de soi-même, c'est croire en ce qu'il peut y avoir de divin chez l'être humain, et que je pense qu'il y a des parts divines dans l'être humain, et qu'il faut savoir aller les chercher. Après, sur la vie éternelle, sur la vie après la mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'il y a une vie avant la mort, qu'il faut la vivre, et que le champ politique participe de cette vie. Et qu'on doit véritablement l'investir si on croit en une possibilité de progrès, si on croit en une possibilité d'avenir, et si on veut travailler pour nos enfants. En ce sens-là, Jean-François Rouziat, vous êtes très juif. Vous vivez hic et nunc, ici et maintenant. Exactement. Alors que on a le devoir de vivre ici et maintenant, et d'investir la vie véritablement. C'est ça. Dans la religion juive, on s'en fout un peu de l'au-delà. Exactement. Ce qui compte, c'est vivre. C'est la vie. Oui. Vivre ici, et puis regarder nos enfants et voir qu'ils vont devoir vivre aussi. Voilà. Et on est un maillon dans la chaîne de génération en génération. Exactement. Et puisqu'on ne vit pas, les autres le vivront. Et c'est ça qui est magnifique. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes psychanalyste, écrivain, auteur d'un roman remarqué qui était Le Revolver de Lacan, publié aux éditions du Seuil. On vous a invité pour parler de la revue Témoignages chrétiens. Et puis, vous en avez profité pour parler de la liste que vous conduisez, Vivre Neuilly, investie par La République En Marche, donc pour les municipales. Je vous remercie infiniment d'être venu dans nos studios. C'est moi qui vous remercie. Rouziat. David était à la technique, la revue des revues. David Reynarc, bonsoir. La revue des revues, une émission mensuelle présentée par David Reynarc sur Judaïque FM.